Monsieur le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, Messieurs du tribunal, effectivement, connaissez-vous le jeu du loup-garou? Ce jeu qui demande de la manipulation, du vice, de la malhonnêteté, agir dans l'ombre pour ne jamais se faire attraper, où la trahison est la clé, que ce soit contre ses ennemis ou ses alliés, où chaque nouvelle partie commence avec une nouvelle proie, mais où le loup reste le même. Rusé, le loup attendrit sa proie, l'isole de son troupeau, la rend dépendante jusqu'à ce qu'elle devienne docile, et au moment le plus opportun, il l'attaque! Il est le loup, elle est la proie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, le village s'endort, et le loup se réveille. Monsieur Berman, chef d'entreprise, millionnaire, qui n'a rien envie au loup de Wall Street, engage sa proie, Madame Rebel. Elle, qui est intelligente, cultivée, rayonnante, semble être la candidate parfaite pour être la secrétaire de monsieur. Mais lui ne la voit pas comme ça, non. Lui, il la relook intensément et cherche à voir chaque bout de chair à travers ses vêtements. Une taille 36, des jambes élancées, un visage pur et un exotisme britannique qui lui rappelle ses films pour adultes préférés. Cela suffit à M. Berman pour nourrir son obsession. Il vrille, le prédateur qui est en lui se réveille et il met sa stratégie en place. Il l'attendrit en l'obligeant à dîner presque tous les soirs dans des restaurants étoilés en prétextant des réunions de travail. Il lui offre des cadeaux de plus en plus beaux, de plus en plus gros, de plus en plus chers pour qu'elle lui soit redevable. Monsieur le Président, il lui offre des paires de lunettes. Tel Jésus, il lui redonne la vue. Lors de ces fameuses réunions, où il y avait plus de caviar sur la table que de documents officiels entre nous, il découvre qu'elle est en couple. Monsieur Bernard, ne pouvant supporter qu'elle ne lui appartienne pas, décide de l'isoler en lui demandant de rester au travail de plus en plus tard. Il espérait qu'elle se dispute avec son copain pour la rendre plus docile. Car oui, il aime ça, avoir l'emprise et jouer avec ses victimes comme un pion sur un échiquier. Étant dans son élément, il lui fait des réflexions toute la journée et tente même des fois dans ses heures où il veut de l'embrasser. Mais lui, il est fort. Il sait comment passer comme un homme invisible. Étant professionnel du détournement cognitif, que je vous rappelle, Monsieur le Président, c'est la manipulation de la victime, en la rendant comme si c'était une folle ou une menteuse. Sa stratégie est claire, rentrer dans sa vie, la séparer de tous ses proches et lui donner l'illusion qu'il était la seule personne présente pour elle. Cela lui donnerait l'occasion de marquer son territoire. Il est le loup. Elle est la proie. Madame Rebel se sent coincée, car elle sait que quand M. Berman veut quelque chose, personne ne peut l'en dissuader. Et surtout, que si elle perd son travail, elle ne peut payer les frais de sa mère malade. Et vient le soir de trop. Le soir où Madame Rebel explique qu'elle s'est fait toucher la poitrine par son prédateur. À la suite de cet événement, ayant honte, elle veut retirer tout souvenir et décide de supprimer tout message amical envoyé à son supérieur. Quelques jours plus tard, Madame Rebel se décide à porter plainte, motivée par une collègue qui la conforte dans l'idée qu'elle n'est pas folle et que le comportement de leur patron est pénalement répréhensible. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, faute d'éléments pour caractériser le délit d'agression sexuelle, il en est toutefois possible de démontrer qu'il y a bien harcèlement sexuel. Cette infraction est définie à l'article 222-33 du Code pénal comme étant le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui soit portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradante, soit créent en son encontre une situation intimidante. Cela constitue, Monsieur le Président et Monsieur du tribunal, un faisceau d'indices. L'élément matériel de l'infraction se caractérise par la réunion de deux composantes cumulatives. Premièrement, la répétition des propos à comportement sexuel ou sexiste. Bon, il est essentiel, comme le dit l'arrêt du 10 novembre 2004. Bien évidemment que là, il était à fond dedans.
Tous les jours, toutes les heures, chaque seconde, il lui envoyait des messages, lui disait « Oh là là, ta jupe elle est courte » ou des arguments comme ça qui sont inutiles. Il lui faisait des avances intempestives. En ce sens, sur les avances intempestives, dans un arrêt du 18 novembre 2020, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que les avances persistantes caractérisent bien un harcèlement sexuel, même si ces avances sont ni injurieuses, ni blessantes. Bon, la deuxième étape de cette composante, c'est les actes qui portent atteinte à la dignité de la victime ou créent en son encontre une situation intimidante. Bon, parce que c'est bien connu, Monsieur le Président, hein, que quand vous marchez dans un couloir et que quelqu'un vous dit à chaque fois des choses qui touchent à votre physique ou essaie de tenter de vous embrasser dans le couloir, ça, super, ça touche pas à la dignité des gens. Et en ce qui va de la situation intimidante, elle n'osait même pas lui dire stop, tellement qu'il était à côté d'elle tout le temps, chaque seconde et à chaque heure. Il y a aussi la matérialité des faits et donc avérée. Concernant l'élément moral, il s'agit de démontrer la volonté de l'auteur d'imposer un comportement à la victime. Dans un arrêt du 18 novembre 2015, la Chambre de la Cour de cassation a jugé que se rend coupable de harcèlement sexuel le responsable hiérarchique qui, même s'il a sous-estimé la portée de ses agissements, a imposé aux victimes des propos ou des comportements à connotation sexuelle. Cela suffirait de prouver l'élément moral. Mais moi je tiens à vous rajouter, Monsieur le Président, qu'il le savait très bien. Chaque message envoyé, chaque mot prononcé, geste et cadeau déplacé était un plan pour arriver à ses fins. Comme un serpent qui étouffe petit à petit sa proie, il se refermait. Car si M. Berman est vraiment le patron idéal qu'il prétend être, quand il voyait son employé travailler des heures et gagner peu, il aurait pu l'augmenter. Mais non, lui, il veut avoir l'emprise même économique sur elle. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, cet harcèlement sexuel a au final tellement affecté Madame Rabe qu'elle en a eu un choc post-traumatique. Car je vous rappelle que ça n'arrive pas que dans les films américains, ou Transformers, ou American Sniper. Ça arrive à toutes les femmes, presque à toutes les femmes, qui sont victimes d'harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle. Les symptômes sont perte de mémoire, flashback, rêves et pensées qui lui rappellent à chaque fois ces scènes qui les a traumatisées. Si Madame Rable ne donne pas la même version à chaque interrogatoire, ce n'est pas parce qu'elle veut mentir, c'est parce que c'est son cerveau qui veut oublier ce traumatisme. Pensez-vous qu'après un tel choc, elle pouvait garder des messages amicaux adressés à son bourreau? Effacer ces messages était pour se reconstruire après la marque indélébile laissée par son prédateur. Il est temps de condamner ces pratiques, car pour les prédateurs, ce n'est qu'un jeu. Ils changent à chaque fois de proie et ça continue, ça continue, ça continue. Mais pour les victimes, c'est une vie détruite. C'est pourquoi je vous demande d'entrer en voie de condamnation contre M. Berman et de prononcer 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Et je tiens à dire que, vu son casier vierge, je ne vais pas demander le maximum. Mais je vais rajouter une peine complémentaire de 30 heures d'intérêt général dans une association contre le harcèlement. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, le village se réveille et il est temps de mettre les loups dehors. Merci.